Mes amis, bonjour. Nous sommes à La Goulette, en Tunisie, en juin 2017. Et vient de paraître l'année dernière mon dernier livre, Le siècle d'Augustin, l'histoire de ma mère. Voilà. Alors, je vous propose, comment dirais-je, un moment un peu particulier où j'ai enregistré au théâtre Madar de Carthage un certain nombre d'extraits de ce livre. Voilà. Et donc vous allez assister, si cela vous intéresse, si vous avez la patience, bien entendu, à la présentation de ce livre en 3 moments. Une introduction, et avec mes 2 complices, Marie-Vonne Radix et Michel Rachem, Bouffetier. Ensuite, 3 extraits de ce livre, en 1921 à Tunis, en 1946 à Londres et en 1962 à Alger. Des extraits du livre qui racontent l'histoire de ma mère. Et ensuite, il y aura une série de questions-réponses avec quelques amis de Tunis qui se sont particulièrement intéressés à cet ouvrage. Voilà. Donc, bienvenue et bonne écoute. Jamais un livre n'aura été pour moi aussi difficile à concevoir et à écrire. C'est, comment dire, un véritable défi que d'écrire sur sa mère. Écrire sur sa mère est une des choses les plus impossibles. Surtout lorsque cela a été une belle histoire. Quand on écrit sur sa mère absente, eh bien l'écrivain, il peut imaginer. Quand on écrit sur sa mère perverse ou méchante, ça a existé. Hein. Ça aussi, c'est, comment dirais-je, pour nous autres qui écrivons, une matière rugueuse sur laquelle on peut s'appuyer. Mais quand ça a été une belle histoire, en quelque sorte, vous voyez, c'est cela qui n'est pas si simple. Ce livre-là, je l'ai porté en moi, je pense, depuis fort longtemps. Il m'a été inspiré aussi par les cahiers de ma mère. Hein. Vous voyez, c'est un des 13 cahiers qu'elle nous a laissés, à mon frère et à moi. Mon frère, lui, est parti définitivement l'année dernière, donc je suis le seul maintenant de cette famille-là. Voilà. Hein. Et c'est ainsi, c'est la vie, voilà. Mais tout ce que j'espère, c'est que grâce à ce moment que nous allons passer ensemble, non seulement, bien entendu, vous vous intéresserez à cette femme qui est née Augusta et qui s'est fait baptiser à 18 ans Mireille, parce qu'Augusta, c'est lourd à porter, hein, voilà, bon. Mais que aussi cela s'adresse à nous tous, puisque nous avons tous eu une mère. Alors, comme on vient de dire, il est tour à tour nouvelliste, chroniqueur et romancier, et il arrive donc à son 22e ouvrage quand même. Et je dois dire qu'il n'est jamais plus émouvant et plus ému, comme vous l'avez dit, que lorsqu'il parle de sa famille et qu'il écrit ce qu'on appelle le roman vrai, c'est-à-dire donc l'histoire, la vie d'êtres qui lui sont chers, qui lui sont proches, comme il l'avait fait pour le jardinier de Metlaoui, son grand-père, que je pense vous avez tous lu et apprécié. Alors, il faut dire que dans cette famille, il y a une tradition, une précieuse tradition, qui veut que l'on tienne son journal intime. Cette plume alerte, elle peut être, comme vous le verrez dans le roman, dans le siècle d'Augustin, elle peut être mélancolique, elle peut être philosophique ou moraliste, mais elle est très souvent humoristique. Nous entrons maintenant, mes amis, dans la chair de l'écriture. Voilà.
avec 3 extraits. N'oubliez pas que ce livre est écrit par ma mère. C'est un roman que ma mère, en fait, a écrit. Elle a écrit 13 volumes de journal, de son mémoire, et ce 14e, en fait, est apocryphe. Voilà. Donc, 3 extraits. Le premier, en 1921, qui sera lu par Michel, et qui parle de cette toute petite fille qui n'a pas 5 ans, et qui, de Metlaoui, doit aller en pension à Tunis, rue Sidi Saber, chez les dames de Saint-Joseph de l'Apparition. Et c'est dur, à cet âge-là, d'être séparé de ses parents. Le deuxième extrait, nous nous trouvons là en 1946, et c'est la naissance de son second fils, c'est-à-dire votre serviteur. Et là aussi, il y a une scène assez vivante dans le Londres qui est de juste après-guerre. Et enfin, en 1962, j'ai choisi un 3e extrait, lu aussi par Marie-Vonne Radix et Michel Bouffetier et moi-même, à Alger, avec tout ce qui concerne, si vous voulez, la problématique de la colonisation. Voilà. Bonne écoute. Merci. Mais il n'y avait pas d'école correcte dans ce bled perdu au nord de Dozeur, où mon père, grand-papa, aura passé près de 40 ans de sa vie. Il m'avait expliqué, avec des larmes dans la gorge, qu'il fallait que j'étudie, comme mes tantes, institutrices, comme lui, mais mieux encore que lui. Avec une infinie douceur, lui qui gueulait volontiers, il m'avait appris à aimer les livres, à aimer apprendre. Je savais déjà mes lettres, mais j'ai dû endurer de longs mois ce dédale des rues humides de la Médina de Tunis, où j'avais diablement froid, dans mon petit lit de fer, et où je n'osais pleurer tout haut, de crainte que les sœurs n'en fassent part à mes parents. Déjà que maman Rose avait le cœur brisé à chaque voyage, à Noël, à Pâques, aux grandes vacances, quand il fallait me déposer au seuil de mon internat. De toutes mes forces, je voulais leur faire honneur. Liesse de la fin de la guerre, 1946. Libre circulation, reconstruction, retour des prisonniers, deuil de ceux et celles qui ne reviendront jamais, assassinés, morts de faim, de soif, de peur, de désespoir, parce que français, parce que juifs, parce que homosexuels, parce que gens du voyage. Libération, ouverture des camps, règlement des comptes, De Gaulle démissionne. Et pour moi, continue Augusta, nouveau et allègre déménagement. Je rejoins mon marin à Londres durant l'été 1945. God save King George VI, sa gracieuse reine Élisabeth. Ils étaient restés, le roi et la reine, durant toute la guerre à Londres, visitant les quartiers bombardés, les hôpitaux, les casernes de la RAF. Me saisit dès mon arrivée, dit-elle, le fog, la brume partout. On ne sait où s'arrête la nuit et d'où vient le jour. Les grands parcs du centre de Londres étendent leur majesté en silence. De vagues bobbies, les policiers, circulent, leurs casques bien arrimés. De rares rôdeurs s'aventurent et croisent quelques chiens encore errants. Le royaume est bien gardé et Dieu est anglais.
au 17 Royland Gardens, près de Kensington Gardens. Soudain, dans le creux de cette nuit du printemps 1946, une lumière paraît au 2e étage, tel un phare dans l'orage, et un cri, en français dans le texte, « Il arrive !» dis-je. « Henri, il arrive! Fais quelque chose !» Les ormes et les platanes de Hyde Park en frémissent en commentant ce travers très français de faire toute une histoire pour une simple naissance. Ah, ces mangeurs de grenouilles! Le taximan et son accent cockney, légèrement éméché, m'installèrent le mieux possible dans le fond de la voiture sur la banquette et Henri, le papa, fébrile, sur un strapontin. Il savait qu'il devait traverser tout Londres, vers cette très lointaine banlieue où, pour des raisons que nous n'avons jamais pu élucider, était inscrite ma chambre. Mais, il se trouve que mon nouvel enfançon à naître ne l'entendait pas ainsi. Aucunement. Première révolte, première transgression, little French boy. Il n'avait nulle intention d'aller au diable Vauvert pour paraître en ce monde dans un quartier perdu, in the middle of nowhere, hein? Alors que moi, sa mère, souffrait le martyre et que la très grande urgence s'annonçait. Je gémissais en marmonnant « Il arrive! Il arrive !» Mais ni Henri ni M. Willoughby ne prenaient ces cris étouffés au sérieux. Mon bébé décida alors de s'en mêler. Oui, clair. Je pense qu'il ne pouvait laisser sa maman seule ainsi dans une ville gluante, de rosée et indifférente à cette extraordinaire aventure que fut sa naissance, et il pointa sa tête. Oui, carrément. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Je poussai le très grand cri. Ah! Terrifié Henri, le taximan, 3 chiens qui se baladaient et les petites marchandes de fleurs et qui se dirigeaient vers Covent Garden. Et là, Willoughby, le taxi, dessoulé, comprit que ces Français, décidément, ne pouvaient rien faire comme tout le monde, qu'ils avaient bien un papier leur garantissant soins et logis à l'autre bout de la ville, mais qu'il fallait néanmoins faire quelque chose. Et c'est là où Henri fut grand. À quelques encablures de Royland Gardens trônait à Hyde Park Corner St. George Hospital, hôpital militaire qu'il connaissait, mais qui n'avait rien d'une maternité, mais qui recelait cette espèce rare des médecins. « Stop !» dit-il d'un ton de commandement à un Willoughby médusé, alors que je tournais de l'œil, et de monter 4 à 4 les marches de la vénérable institution hospitalière et de s'expliquer avec le premier homme en faction, qui refusa net. « Babies are not welcomed here, sir. Only soldiers make the officers. Les bébés ne sont pas les bienvenus ici, uniquement les soldats, et surtout les officiers. I am an officer, a French captain, and my child cannot wait. Call your supérieur. » Le charlot en faction reconnut l'autorité, alla chercher son supérieur, qui, accompagné d'un médecin urgentiste, inspecta le taxi et son occupante pantelante et dit, en toussant légèrement, « Well, I see. Je vois très bien. We cannot refuse. But this is exceptional. And the mother and the child are to make up for where they have been assigned just after the birth. » C'est-à-dire que la mère et le fils doivent retourner là où ils étaient prévus juste après la naissance. Le Havre, un soir du printemps 1962. Elle, dans sa cuisine, prépare le souper, coupe rageusement le basilic, s'essuie les mains avec constance à son tablier rafistolé. Elle fulmine. Lui, dans l'encadrement de la porte, ayant rangé son monde, l'air bien embêté. Fils cadet, à l'autre bout de l'appartement, cet appartement de fonction vaste et impersonnel.
Le chat s'est carapaté sur la terrasse de l'Ouest, prudent. Il sait qu'une fois encore, ça va chauffer. Non, jamais. Ah ça, non, jamais. Henri, il n'en est pas question, jamais. Moi, je joue Henri. Mais enfin, comment peux-tu dire cela? Mais sois raisonnable, Nounouche. Raisonnable, raisonnable. Mais tout cela est-il raisonnable? Et puis ne me nounouche pas. Ce n'est pas du tout le moment, pas du tout. Henri bat en retraite, blessé, le dos au mur. Il doit donner sa réponse au ministère en fin de semaine. Et il n'a nulle envie d'aller seul au combat. C'est la première fois qu'il se heurte à une telle opposition farouche de sa femme à une de ses nominations. Elle sait pourtant que c'est sa carrière qui est en jeu. Il est perplexe. Et le repas se passe dans un silence glacial, annonciateur de tempête homérique. Sa Mireille laisse alors la place à Augusta, impérieuse. Ils attendent tous deux que fils cadet, devenu une grande gigue muette, alors ça, retourne à ses devoirs du soir, la soupe à vanille. Ah bah. Bon, bah alors, hein, que fait-on, hein? Bon, le ministère veut ma réponse d'ici lundi. Je dois être à Alger début septembre. Comment que fait-on? Il n'y a plus de honte, il y a toi et moi. Moi je reste, toi tu pars, c'est simple. Et selon une stratégie bien huilée, Augusta quitte la place, débarrasse, affaire, maugré, mais refuse le dialogue, ce qui désarçonne l'adversaire, le fragilise, et le rend très nerveux. Henri se calme, comprend que l'autorité et le haussement de voix de sa part ne serviront à rien. Il a affaire à plus fort que lui. Une Méditerranéenne, fille d'un type remarquable, mais pas très commode. Elle défait son tablier, qu'elle avait à dessein gardé dans la salle à manger, ce qui, selon Odette, sa belle-mère, ne se fait absolument pas. Et le temps Henri avec un « na » hautain. Elle rend son tablier. Mais ne nous y trompons pas. Nous ne sommes pas dans une comédie, mais dans le énième acte d'un mélodrame qui couvait depuis bien des années, celui de l'opposition nette d'Henri et de Mireille devant la colonisation. Tu ne comprendras jamais rien. Nous n'avons pas à y retourner. Nous avons été chassés de ces terres qui n'étaient pas les nôtres. Nous n'y avons jamais été aimés, mais craints et tolérés. Et maintenant, plus que jamais. Je sais ce que je dis. J'ai vécu plus de 20 ans dans ces pays-là. Eh bien justement, tu devrais être triste de voir notre empire partir en morceaux. Empire, empire. Dans ce mot, il y a pire. Henri, tu oublies que je suis la fille d'un homme qui me disait, en se promenant dans nos montagnes, quand je lui demandais « Mais papa, les Arabes nous aimaient, n'est-ce pas? Nous avons été bons pour eux. » Qui me disait « Tu veux savoir la vérité, ma fille? Tu veux savoir ?» Et là, il s'arrêtait au bord de ce chemin qui menait à la source et murmurait en me regardant droit dans les yeux, de son regard qui venait de si loin. Les Arabes ne nous ont jamais aimés, ma petite. Ils font semblant. Ils voudraient tous nous voir morts. Et ajoutait-il sourdement, ils avaient bien raison. La colonisation est indigne du genre humain, même si certains aspects sont positifs. Elle humilie l'homme, elle crée ceux d'en haut et ceux d'en bas. Ce n'est pas chrétien ni humain. Lui, changeant de stratégie, poursuivant dans le couloir une Mireille, très Augusta décidément. Mais enfin, tu sais bien que nous, les fonctionnaires, nous sommes là pour servir. C'est la République qui m'envoie. Elle, les poings sur les hanches, très Sofia Loren en Filumena Marturano dans le mariage à l'italienne. La République, tu sais ce que je lui dis à la République?
Ah, ne t'approche pas, ne me touche pas. Jamais je ne franchirai à nouveau la Méditerranée. Fini, tu m'entends? Jamais. La porte claqua, trembla sur ses gonds. Un tableau dans le couloir, vu de Londres, chut lamentablement. Et cette nuit-là, Henri dormit sur le canapé du salon. Des couches de lecture de votre mère. Oui, 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 ça c'est vrai. Et oui, oui. Et Saint John Perse, je me souviens de lui. Il était venu 2 fois à la maison aux États-Unis quand mon père était attaché naval dans les années 50, au moment où les États-Unis étaient grandes et avaient des présidents qui valaient la peine. Voilà. Et oui, oui. Bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais enfin, voilà. Oui, en effet, on hérite aussi des livres de ses parents. Ça, c'est, je pense, hein, aussi de ces lectures-là. Surtout de sa mère. Surtout peut-être sa mère, oui, 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 tout à fait. Mais vraiment, son livre de chevet, c'était Chateaubriand, Les Mémoires d'Outre-Tombe. Voilà. Les Mémoires d'Outre-Tombe que moi, je n'ai jamais lu, mais que je commencerai à lire le jour où je me sentirai extrêmement fatigué. Ouais. Oui, oui, Najat, je t'en prie. Alors la semaine dernière, quand j'ai parlé de mes lectures, j'ai évoqué Marguerite Yourcenar Oui, oui. et j'ai apprécié comment elle s'était moulée dans la personnalité d'Adrien. Oui. Alors vous, Oui. vous faites l'inverse, c'est-à-dire vous, homme, Oui. vous vous glissez Voilà. dans la peau de votre Oui, oui, mère. oui, oui, oui. Alors dites-moi Ah, ce ça a que été vous très avez difficile. ressenti Et c'est pour ça que... et comment oui, avez-vous oui. fait pour vous féminiser en fin Et de oui, compte? oui, oh, ça c'était peut-être pas très compliqué. mais ça non, mais pour me mettre, pour savoir, surtout que c'était, bon, voilà, vous avez bien compris, c'est que ce que l'on appelle une dame de qualité. Les dames de qualité sont en général extrêmement réservées, hein, et extrêmement fortes, comme un certain nombre de Tunisiennes aussi. À la fois très fortes, à la fois discrètes. C'est pas facile cet équilibre, c'est pas facile du tout. Et donc, comment essayer de comprendre qui elle était. Et au fond, j'ai bien compris qu'elle a dû renoncer à beaucoup de choses, cette femme-là, parce elle aurait pu devenir, elle a passé ses 2 premiers brevets de conduite d'avion, également aussi, bon, on n'a pas eu le temps, elle était commis d'architecte, et à chaque fois, pour des raisons familiales, pour des raisons de la guerre, etc., elle n'a pas pu continuer, en quelque sorte, elle a dû renoncer, voilà. Et donc, nous étions, mon frère et moi, beaucoup pour elle, mais pas uniquement, en quelque sorte, voyez. Elle avait en fait en elle, au fond, surtout pendant les 25 dernières années de sa vie où elle était veuve, une grande mélancolie. Une grande mélancolie. Et au fond, je crois que c'est sa foi chrétienne, sa foi toute simple, enfin, subtile, qu'il a maintenue. Voyez. Elle s'efforçait de ne pas juger, vous voyez, voilà. Moi, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai entendu que j'ai vu. Oui, Hergé. Devait de temps en temps sortir certainement. Oui. Mais ce que je sens, je me hasarde un peu Oui. à quelque chose, en le lisant, je me rendrai compte, par rapport aux textes que j'ai lus, que vous avez écrits. Oui. J'ai l'impression que dans cette écriture-là, Oui. vous êtes moins en avant, bon, pardonnez-moi, quoi. Voilà. C'est un texte beaucoup plus cotonneux, parfumé, Oui. et c'est peut-être la réponse à ça. Il y a beaucoup de sensualité, Mm. il y a des mains, il y a du tissu, Oui. il y a de l'eau, il y a des... Oui. Oui. C'est très... enfin, en tout cas, ce que j'ai entendu, Oui. il y a quelque chose que je ne connais pas de vous, qui est... C'est cotonneux, c'est Oui. comme si on est à l'intérieur de quelque chose de chaud. Ah oui, oui, oui. La matrice. Oh, ça me touche beaucoup, ça. C'est vrai, Oui. et puis c'est parfumé. Oui, oui. C'est Oui. parfumé, c'est sensuel. Oui. Il y a l'essence. C'est Oui. écrit beaucoup plus avec l'essence qu'avec Oui. la fanfaronnade Voilà. peut-être Oui, oui. masculine, peut-être. Oui.
Voilà, c'est ça, donc c'est son côté féminin. Là. Merci. Oui, oui, que nous avons tous en nous, hein, et les femmes, surtout les femmes tunisiennes, des côtés masculins très forts. Ça vient de là, évidemment. C'est l'anima et l'animus. Hein, voilà aussi. J'étais en train de me poser deux questions. Comment a vécu votre maman la Tunisie? Et vous, quelle est cette attraction qu'a exercée sur vous la Tunisie dans ce lien, voilà, dans ce lien viscéral à votre mère? Voilà. Il y a quelque chose. Oui, en effet, vous avez raison. La psy que vous êtes, hein, évidemment, décryptez assez facilement cela. Écoutez, moi je suis un homme dont la mère, pendant les 12 premières années de sa vie, a vécu ici. A vécu ici, voilà, a vécu en Tunisie. Voilà. Pendant les 4 premières années de sa vie à Metlaoui. Ensuite, elle a été pensionnaire chez les dames de Saint-Joseph de l'Apparition rue Sidi-Saber. Hein. Et ensuite, de 1924 à 1926, ces dames avaient construit sur la colline de Carthage une annexe de leur école, et elle y était. Voilà. Donc, comment dire, lorsque je me retourne, en quelque sorte, vers ces paysages, je sais que ma mère enfant y était, sans parler de mon grand-père, bien entendu, qui a été en Tunisie de 1895 à 1926, vous voyez, voilà. Et c'est le sujet du jardinier de Metlaoui. Je pense que Hayet, tu dois avoir quelques exemplaires aussi, voilà, que je peux dédicacer aussi, ne vous en faites pas. Merci, voilà. Voilà. Top. Voilà, merci mes amis d'avoir été si patients. Et je souhaiterais aussi dédier ce moment de lecture à Raja Ben Ammar, qui a été une très grande amie et une immense comédienne tunisienne, femme de conviction également, metteur en scène, et qui nous a quittés quelques jours après son intervention, donc je pense sa dernière intervention publique, à la présentation de ce livre, Le siècle d'Augusta. Voilà. C'était vraiment une très très grande dame et le genre de personne qui vous fait beaucoup aimer ce pays de la Tunisie. Je voudrais aussi, comment dire, prendre l'occasion de célébrer la lecture à haute voix. Vous voyez que pour n'importe quel livre, soit un livre que vous avez écrit si vous êtes auteur, soit un livre que vous avez aimé, eh bien on peut faire un peu la même chose. Hein. La lecture à haute voix, c'est mettre debout des mots couchés, et cela peut inciter à lire le livre, parce que, bien entendu, rien, je crois, ne vaut la lecture en silence d'un livre. Voilà. Celui-ci, vous pouvez d'ailleurs, bien entendu, très bien vous le procurer aux éditions Horizon, avec un O sur le net ou chez votre libraire. Voilà. Merci, merci beaucoup. Et évidemment, s'il y a des réactions, j'avoue que je serai très heureux de les écouter, de les lire et d'y répondre. Portez-vous bien et bel été 2017.